Bonjour, bonsoir, c'est Betty Yengo. Je vous souhaite tous les bienvenus sur notre plateau Twins BN. Je ne suis pas seule, je suis avec ma sœur jumelle. Bonjour, bonsoir, c'est Nina Kazad. Je suis encore très heureuse de me retrouver ici. Et merci à nos téléspectateurs qui ont le temps de nous suivre à chaque fois qu'il y a Twins BN. Nous vous remercions pour votre attention. Sans plus tarder, j'aimerais d'abord savoir comment va Betty. Elle va bien, je vais bien. Ah, ça, c'est Et bien. toi, comment tu vas? Je vais très bien aussi, ça va très bien, il n'y a pas à se plaindre, on est là, on est en vie, il n'y a pas de problème. Ça, c'est bien. Comme d'habitude, chers téléspectateurs, nous avons toujours, Nina a l'habitude de le dire, on sélectionne nos invités. On voit qui peut apporter quelque chose de meilleur, qui peut inspirer quelqu'un de l'extérieur. Alors aujourd'hui, nous avons ce grand privilège de recevoir un homme très important dans la société, un homme très populaire. Moi, je dis toujours, c'est tout le monde qui connaît. Je vais vous le dire tout de suite. Tonton Jaco, sois le bienvenu sur notre plateau de Twins BN. Merci, merci les jumelles, merci Betty, merci Nina. Merci. On a l'habitude On peut te tutoyer? Mais bien sûr. Ok. On a l'habitude de te voir en train d'interviewer les gens. Ben, aujourd'hui, pour nous, c'est un grand privilège de découvrir Tonton Jaco. Et pour moi, c'est un grand examen parce qu'en même temps, je me dis, comme tu l'as dit tout à l'heure, j'ai l'habitude d'interviewer les gens, de recevoir les gens. Et quand il faut faire l'inverse, quand il faut être reçu, c'est vrai qu'il y a la tête qui tourne un petit peu. On se dit, comment ça va se passer? Est-ce que je serai à la hauteur? Non, mais merci. Merci, Tonton Jaco, d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. On se sent vraiment honoré par rapport à ça. Exactement. Merci beaucoup. Alors, sans plus tarder, Tonton Jaco, qui est Tonton Jaco? Parle-nous. Tonton Jaco, mais brièvement, Tonton Jaco, c'est un animateur et un journaliste culturel. Ok. D'accord. Il est marié et père de famille. Oui. Okay. Il est conférencier, maître de cérémonie aussi. Il est coach et écrivain. Et par la grâce de Dieu, il est aussi serviteur de Dieu. Waouh, plusieurs casquettes. Plusieurs casquettes. Mais ça, c'est bien. Après, il faut citer quelques autres. Il est aussi acteur de cinéma. Ah oui, vous avez joué dans quel film là? On n'a pas encore vu ça. Dans des films qu'on appelle ici bizarrement des théâtres. Hein. C'est pas des théâtres, c'est des films. On est vraiment dans le cinéma. Donc j'ai commencé, j'ai tourné il y a très très longtemps le film, la série Hôtel avec Arsène Kamango et Hôtel. On n'a pas connu ça, mais au fait, le réalisateur de Hôtel, c'était le même réalisateur qui, je crois qu'il était dans l'équipe de Sous le Soleil, qui passait à l'époque. Oui, Sous le Soleil, oui. Voilà. Donc, vous êtes aussi acteur, ça, Et acteur de publicité aussi, mais ça aussi, c'est depuis très longtemps. Waouh. Alors, je serais très curieuse quand on va en arriver là, de savoir un peu pourquoi tous ces casquettes et tout. Ben, ok, d'accord. C'est l'autre question? Vous avez parlé de vous et nous, on aimerait savoir brièvement de votre famille biologique. Ma famille biologique, c'est vrai que j'ai une très grande famille biologique, très très grande, et tellement grande qu'il y a des tantes, il y a des tantes et des tontons que je ne connais pas trop et que je rencontre juste maintenant. C'est vrai ça? Ben oui, quoi, que je rencontre maintenant. Il y en a même, tu vois, vous vous rencontrez, puis il te dit « Ah, ben, tu sais pas, moi, je suis... Ah, d'accord, ah, ben, c'est vrai. Et là, mais le trouver quelque part. Voilà, imagine. Une très grande famille. Mais bon, restreinte. Évidemment, je viens d'une mère, d'une maman, paix à son âme, qui nous a quittés dernièrement ici en 2016. Ok. Voilà, paix à son âme. Et il y a mon père également, mon père qui est encore vivant, mon père qui est pratiquement mon ami au fait. Ah, ça c'est bien, c'est rare d'ailleurs. C'est généralement les hommes avec la maman. Nous par contre, moi, je parle de moi, je suis beaucoup plus ami à mon père qu'à ma maman. C'est vrai. Oui, parce que ma maman, c'était, on l'avait même surnommé Kodo, donc commando Kodo.
Parce que ma maman, elle avait aucune douceur, quoi. Mais c'est vraiment comme si c'était un militaire qui était avec vous. Ah oui. Voilà, donc on l'avait surnommé Kodo. Avec ma maman, on pouvait pas... Qu'est-ce que tu vas dire à maman? Tu vas lui dire quoi? Ah oui. Ah bon? Par contre, à papa, tu pouvais tout raconter. Oui. Tu peux tout lui dire et il pouvait comprendre, il peut te donner des conseils et tout ça. Oui. Et jusqu'aujourd'hui, j'ai gardé cette relation, ces genres de relations avec mon père. Oui. Donc, d'ailleurs, je l'appelle toujours jeune homme. Voilà, jeune homme. Ça. Et quand je présente à mes amis, je dis toujours, je vous présente mon grand frère. Parce que, Mais vous vous ressemblez aussi? On se ressemble et lui, c'est vrai, il a pris de l'âge, mais il a pas trop vieilli, quoi. Ça se fait pas sentir. Et du coup, moi, comme je grandis très vite, du coup, c'est vraiment des amis. Voilà. Ici, c'est intéressant ça. Et vous êtes au nombre de combien? Vous êtes né dans la famille, de par ma mère et mon père, on n'est que trois garçons. Ah oui? Que des garçons. Ah bon? Et oui, que des garçons. C'est maman devait être commandant. Oui, oui. Parce que en fait, non seulement que des garçons, mais en plus, c'est, tu vois, ces genres d'enfants qui n'ont pas grandi avec la présence de papa tout le temps à la maison. Papa, il n'était jamais là. Voilà, il était tout le temps parti. Et c'est maman qui restait avec nous. Et les mamans africaines ont vraiment une drôle de façon de concevoir ces genres de choses. Donc, dans sa tête, elle se disait... Comme j'ai que des garçons et moi je suis une femme, il n'y a pas une présence masculine ici à la maison. Donc si je les chouchoute, si j'essaye d'être juste maman, les enfants risquent d'être, se perdre, de ne pas me respecter, de ne rien respecter. Alors du coup, elle devait être dure parce que dans sa tête, elle se disait, j'étais à la fois papa et maman. Mais on t'a pas demandé d'être papa et maman, on t'a demandé juste d'être maman. Voilà. Donc c'était un peu ça. Et nous, on a grandi un peu dans cette atmosphère-là. Et maman, en même temps, bon, c'est vrai qu'à l'époque, ça m'énervait quand elle le faisait. Parce que moi, je suis l'aîné et il y a un grand écart entre nous. Donc, après moi, mon frère qui vient juste après moi, on a un écart de 7 ans. Ah oui? Oui. Et après celui-là, donc, il y a 7 ans encore. Donc, moi, j'étais un peu comme le papa aussi de la maison, le grand frère et papa. Donc, ma maman demandait à ce que je fasse tout de la maison. Je disais, mais attends, moi, je ne peux pas faire tout ça. Et elle me disait toujours, OK, Dieu ne m'a pas donné des filles, alors toi, tu vas faire tous les travaux que les filles font. C'est pas vrai. Donc, je m'occupais de la maison. Je préparais, je m'occupais de mes frères, je savais même faire des nattes à ma mère. Donc, c'est pas possible. Oui, avant de dormir, elle m'appelait, elle me dit, viens me faire des nattes. Donc je lui faisais des nattes et tout avant d'aller dormir. C'est vrai qu'à l'époque, ça m'énervait. Mais après, quand j'ai grandi, continuellement, je disais merci à ma maman. Ah, c'est vrai? Et pourquoi? Mais parce que je sais tout faire, en fait. Je sais tout faire, je sais m'occuper de la maison, je sais m'occuper des enfants, je sais... Et même, la petite anecdote, ma femme, celle qui est aujourd'hui ma femme, pour la voir, pour la séduire, je l'avais séduit par la cuisine. C'est pas vrai. Oui. Jusqu'à ce point. À l'époque, oui, moi j'étais déjà assez responsable quand même à l'époque, donc j'étais déjà chez moi et je l'ai invitée chez moi, elle est venue parce que c'était aussi ma meilleure amie. Oui, ma femme c'était ma meilleure amie, quoi. Ça c'est bien ça. C'était ma meilleure amie. Alors ce jour-là, j'avais préparé pour elle et tout ça, et puis quand j'ai dressé la table. Tu l'aimais déjà? Quand tu dressais la table pour la séduire, donc tu avais des intentions déjà? Bon, à cette époque, c'était même pas l'intention parce que c'était mon ami, en fait. C'était juste mon ami, donc je recevais mon ami, donc je prépare pour mon ami. Or, je ne savais pas que elle retenait ça. C'est dans le mariage qu'elle m'a dit que tu sais ce qui m'avait attiré vers toi, c'est le fait de voir un homme, un garçon comme toi, préparer, faire la cuisine et me servir. Ça m'avait vraiment fait plaisir. Ah oui? Voilà. Donc, c'était ça. C'était tellement mon ami que je me rappelle, puisque c'était mon ami, elle connaissait mes 400 coups.
tous mes 400 coups parce que je lui racontais tout. Elle connaissait mes aventures et que c'était mon ami. Alors, quand maintenant il fallait que je me marie, que je trouve une femme, ben, je commençais à réfléchir et puis dans ma tête, je me disais, pour que je sois bien avec une femme, il faut que cette femme soit d'abord mon amie, celle qui me connaît très bien. Alors le choix est tombé sur elle, mais le jour où je lui ai dit, parce que je ne l'ai même pas draguée, je ne me rappelle pas l'avoir draguée, parce que qu'est-ce que je pouvais lui dire? Je lui ai seulement dit, toi là, je dois t'épouser. Alors, comme elle me connaissait, elle m'a juste tapoté comme ça, elle m'a dit en lingala, Jacotobe Tamaso Moussous. Un peu comme pour dire, je te connais, papa. Laisse tomber, laisse tomber. C'est pas possible. Donc c'était un peu ça, c'était cette ambiance-là et tout. Et puis vous avez insisté quand même. Moi j'ai insisté, bah oui j'ai insisté. Et comment que j'ai insisté? J'ai vraiment insisté. J'ai vraiment insisté et elle n'était pas très sûre. Donc en tant que bonne femme, bonne fille, à l'époque, elle a posé la question à ses amis. Est-ce que vous pensez que, est-ce que, surtout qu'à l'époque, j'étais déjà tonton Jaco célèbre. Ah oui. Voilà, donc déjà dans sa tête, ça passait pas. Ça passait pas. J'étais célèbre, j'étais dans les 400 coups, j'étais un bon païen. Voilà, dans les boîtes de nuit et tout ça. En fait, elle me connaissait. C'était vraiment... Elle me connaissait. Il y a de quoi qu'elle ait comme des doutes. Je ne pouvais pas garder une seule fille. J'avais plusieurs filles à la fois. Mais moi, elle savait ça. Mais moi, j'étais con, quoi. J'étais fou, quoi. Je ne sais pas comment je faisais ces choses-là comme ça. Franchement. Figure-toi que... Tu gères tellement, tu gères 5 filles à la fois. Et le jour de ton anniversaire, finalement, tu ne sais plus sur quelle table tu vas te mettre. Parce que les 5 filles sont là. Et tu les invitais aussi. Mais comment? Mais c'est son anniversaire, chacune des filles sait que je vais chez mon mec. Mais le mec sait que tu n'es pas la seule. La seule, il y en a 5. Et elle savait. Elle savait tout ça. Non, ton ami, votre femme. Mon amie, ma copine, celle qui est ma femme aujourd'hui. Elle savait tout ça. Elle savait tout ça parce que c'était ma copine. Et en tant que ma copine, elle avait elle aussi des préférences des filles pour moi. Et celle-là, je pense qu'elle est bien pour toi. Celle-là. Mais tu vois, maintenant, à une personne comme ça, tu viens dire du jour au lendemain que tu veux l'épouser. Je veux l'épouser. Déjà, avant de les faire, je m'étais arrangé à l'époque de tout arrêter. Vraiment de faire un effort pour plaquer tout le monde. Allez, on plaque tout le monde, on essaie de devenir sérieux, on touche à rien. Et puis comme ça, quand elle va vraiment voir que je touche plus à rien, je touche plus à personne. Mais c'est la drague, ça. Tu sais que c'est ça, draguer. C'est une drague subtile, au fait. Oui, mais bien. Bien, quoi. Ça, c'est intéressant. Ben oui, quoi. Donc, pour revenir à ma famille biologique, donc j'ai grandi dans cette atmosphère-là, d'une maman qui me demandait de tout faire, d'aller même au marché, de préparer et tout ça. Ben oui, moi j'allais au marché. Mais c'est j'allais au marché. Mais tout ça m'a beaucoup aidé. Pourquoi je dis ça? Parce que tu sais, parfois, très souvent, pas parfois, très souvent, les jeunes garçons tombent sur des mauvais choix de fiancés et tout ça. Pourquoi? Parce que ce jeune garçon-là, il ne sait rien faire. Il sait même pas se faire une omelette. Il sait même pas faire une tasse de thé. Voilà, il sait même pas repasser sa propre chemise. Repasser, il sait même pas laver sa propre chemise, laver ses propres dessous. Alors du coup, il est obligé maintenant d'avoir quelqu'un pour faire ça. Donc, en réalité, il n'y a pas de l'amour dedans. C'est juste trouver quelqu'un qui puisse m'aider quand même dans la vie parce que franchement, je suis inutile. Tu vois. Mais si c'était ça, le soubassement, en fin de compte, tu vas épouser la pauvre fille juste parce qu'elle t'a beaucoup aidé pendant que tu étais étudiant.
Mais toi-même, tu sais que tu avais d'autres objectifs. Oui, oui. Après, quand tu vas terminer tes études, même pas terminer tes études, en évoluant, en grandissant, tu vas remarquer maintenant d'autres filles. Il y a mieux qu'elle, quoi. Bon, mieux qu'elle dans le sens de... c'est-à-dire des filles avec qui tu peux partager la même façon de voir les choses. Tu vois? Parce que c'est ça aussi, c'est ça le plus important. Il n'y a pas que l'amour, oh je l'aime, je l'aime, je l'aime. Non, mais tu ne vas pas juste l'aimer comme ça. Il y a beaucoup d'aspects. Il y a beaucoup d'aspects qui entrent en jeu. Un autre jour, peut-être dans une autre émission, on pourra peut-être en parler. Parce que c'est très, très important. Moi, je dis toujours aux gens, je dis, il faut qu'on arrive, juste pour banaliser, je dis, il faut, quand on est en couple, il faut qu'on arrive à ne fût-ce que même rire sur les mêmes choses. Mais il faut bien. Tu vois? Oui, il faut bien. Parce que ça serait quand même bizarre. On est en train de regarder la télé. Moi, je regarde, par exemple, nos artistes d'ici, par exemple, nos humoristes, Sai Sai et les autres. Voilà. Et ça me fait rire, je suis très content. Mais celle à côté de moi, elle ne rit pas. Elle trouve que c'est ridicule. Comment j'arrive à rire sur des trucs comme ça? Et elle va regarder par exemple Jamel Debbouze ou Gad Elmaleh. Elle se met à rire. Et moi, à côté, je dis, Sia, nini pekaka. Français, belé, belé. Tu vois? Mais tout ça, ça crée déjà. Ça, c'est beau ce que vous dites en voilà, une certaine. Déséquilibre. Déséquilibre, c'est pas très bien. C'est là où quelqu'un va sortir, on est incompatible. On est incompatible. Incompatibilité des caractères. Non, mais il n'y a pas qu'incompatibilité des caractères, il y a incompatibilité dans beaucoup de choses. Il y a vraiment dans beaucoup de choses. Tu sais, il y a un couple, juste pour rire, il y a un couple, je me rappelle à l'époque, qui s'était disputé juste pour la pâte dentifrice. Ok. Juste la pâte dentifrice. Comment ça? Comment? C'est-à-dire, l'homme, le garçon, c'est un gars qui a grandi dans le style, eh ben voilà, quand j'utilise ma pâte dentifrice, j'appuie à partir du bas, et puis j'évolue petit à petit, et puis je pose très bien dans la salle de bain, on a grandi comme ça, là où se trouve le lavabo. Il épouse une femme qui, elle, a grandi dans le sens, déjà j'appuie n'importe comment, comme je veux, et puis je vais déposer la pâte dentifrice n'importe où, parce que d'ailleurs je vais brosser mes dents dans la rue, quoi, avec un gobelet. Tu vois? Alors maintenant, l'homme vient, le premier jour, l'homme a bien utilisé. Mais quand il vient après, il trouve que la femme a appuyé n'importe où. Bon, il se calme, ok, on relativise, ça va, il arrange, pensant que la femme va comprendre. Le lendemain, la femme reprend la même chose. Le troisième jour, la femme refait la même chose, l'homme a craqué. Et il a craqué, au lieu de parler même gentiment avec amour à sa femme, non, il vient directement avec la pâte dentifrice, il vient comme ça là. Mais toi, on t'a jamais appris à utiliser. Et la femme aussi, au lieu de calmer le jeu, tu vois que l'autre est en colère, non, la femme direct, elle monte sur ses grands chevaux. Nini pekaka, et c'est parti, et c'est fini, hein. C'est fini. Au moment où nous parlons là, ils sont ensemble. C'est pas possible. Juste pour ça. Hein. Mais après combien de temps? Juste après une semaine du mariage. Non. Oui. L'homme aussi n'a pas été patient. Non, mais ils se sont pas aimés. Hein. Ah non. Bon. Pas aimé, je sais pas, mais vous savez que quand on s'aime aussi, quand on se rencontre, il y a nos deux caractères, nos deux habitudes, nos deux éducations qui doivent être mises ensemble pour que, voilà quoi. Alors, je crois qu'eux, ils ont détecté ça avant. Oui, mais avant, on détecte toujours. Oui. Non, mais on supporte après. On supporte après, mais avant, on détecte. Donc, en fait, ce que je dis toujours aux gens, quand vous êtes ensemble, en couple, et que vous arrivez déjà, ne fût-ce qu'à faire 6 mois ensemble à tenir, là, je vais dire bravo. Parce que c'est déjà au bout de 6 mois qu'on peut remarquer les tares ici et là, les erreurs et tout. Mais c'est compliqué, quoi. Oui. Vous allez écrire un livre. Le mariage, pour moi, ça a toujours été un mystère. Le mariage. Mais le mariage, c'est pas pour les petits-enfants. Non, pas du tout. C'est pour les matures. Moi, j'ai toujours le mariage, c'est un mystère et c'est du théâtre. Oui, mais écoutez les filles, vous savez, même moi là, je suis marié, ma femme est pasteur, moi-même là, je suis pasteur aussi. Mais mais pasteur à la maison. Oui,
Mais il y a des choses, des fois, qui se passent là. Tu es en train d'expliquer à l'autre. Et puis toi-même, tu te dis, oh. Un jour, je lui ai même dit, j'ai dit, oh. Mais tu sais que les choses que je suis en train de te dire là, les plaintes que je suis en train de te présenter là, en principe, si quelqu'un de l'église venait avec les mêmes plaintes, tu aurais trouvé les mots justes pour trouver la solution à ce couple. Mais comment? Pour moi, là, pour nous, tu n'arrives pas à trouver la solution. Vous voyez? Mais oui, mais c'est juste parce que avec son mari, c'est une femme, c'est plus un pasteur. C'est juste cette femme, avec sa fierté, avec son orgueil. On est presque à la fin, Tonton Jaco. On est presque à la fin, je parle trop. Tonton Jaco, oui. Dans les quelques minutes qui nous restent, ok, vous avez évoqué que vous êtes écrivain, ok, et que vous êtes en train d'écrire des livres. Aujourd'hui, j'aimerais que vous puissiez parler d'un aspect dont on a discuté sur l'addiction. Ok. Essayez dans quelques minutes, Tonton Jaco. Dans quelques minutes? Oui. Ok, j'y arriverai. Oui. Alors, j'aimerais qu'on parle de l'addiction, mais de mes addictions. Oui, exactement. Voilà, de mes addictions à moi. Ouais. Que j'ai écrit d'ailleurs, que j'ai mentionné dans le deuxième livre que je suis en train d'écrire, qui a pour titre « Quand la grâce te localise, ma vie ». Voilà. Alors, dans ce chapitre-là, je parle d'une addiction. Cette addiction, c'était quoi? C'est vrai que j'ai eu beaucoup d'addictions. Parce que j'étais dans la cigarette, j'étais dans le chanvre, j'étais même dans la cocaïne. Alors, concernant le chanvre et la cocaïne, ça c'est parti direct, donc sans problème. D'ailleurs, quand j'ai donné ma vie à Christ, c'est parti. Mais la seule chose qui était restée, qui était têtue, c'est la cigarette. J'avais déjà donné ma vie à Christ. J'écoutais déjà la parole de Dieu. J'allais déjà à l'église. J'adorais, je louais, je priais, je parlais en langue. Mais dès que je sortais de l'église, je devais acheter une cigarette. C'est difficile. C'est difficile, j'arrivais pas à arrêter, mais c'était compliqué. Alors, tellement que ça commençait à me déranger, et puis moi-même, ma conscience, je lisais la parole de Dieu, et la parole de Dieu me disait tout le temps que... Mais, ne savez-vous pas que vos corps sont les temples du Saint-Esprit? Alors, je me suis dit, donc mon corps ici, là, c'est le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, là, on dit seulement Saint-Esprit, mais en principe, Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Oui, bien sûr. Je dis, ok. Alors, représentons mon corps par un bâtiment, une maison. Donc, j'imagine que dans cette maison, il y a par exemple moi qui habite, j'habite dans une maison, et dans cette maison-là, tout le temps, on est en train de remplir cette maison d'une fumée. D'une fumée, ça va m'asphyxier. Je ne vais pas supporter, je vais suffoquer, je vais sortir de la maison. Alors, si Dieu est en moi, pourquoi je le remplis tout le temps? Je remplis sa maison de fumée, de fumée, de fumée, de fumée. J'ai pas envie d'asphyxier mon Dieu au risque qu'il ne parte. Ça, c'était moi, ma réflexion. J'ai dit non, non. Un jour, je me rappelle, ça s'est passé ici même à Biwan. Ah oui? Oui. Parce que, d'ailleurs, en passant, il y a une personne aussi qui luttait vraiment, qui a lutté vraiment comme mon père. Et puis, bon, c'est aussi vraiment comme mon père aussi. C'est mon ami et en même temps mon père à la fois, l'ambassadeur Moutamba, que je salue en passant, le patron de Biwan. C'est lui tout le temps qui me suivait derrière. Chaque fois, il... Mais tu as fumé encore. Jaco, viens ici, tu as encore fumé. Tu veux encore de fumer. Pourquoi tu as fait ça? Tu sens la cigarette. Tu veux encore de fumer. Fais un effort, non? Fais un effort. Tout le temps, il me suivait comme ça. Toujours des gens bien autour de soi. Dieu, il met toujours des gens autour de toi pour vraiment te conscientiser. Et lui, il faisait vraiment partie, je peux dire, c'est la personne même que Dieu envoyait pour tout le temps me conscientiser. Donc, c'est le fait de me le dire tout le temps, parce que tellement qu'il me le disait tout le temps. Et je ne sais pas comment il faisait, mais il découvrait même comment que je fumais. Même si je prenais les chewing-gums après, il arrivait à découvrir. Oui. Alors, du coup, je commençais à fumer en cachette. Mais même en cachette, là, tu vois, il y a quand même toujours cette conscience qui revient. Ça revient, dis, mais pourquoi tu fais ça? Mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu remplis le temple du Saint-Esprit de fumée? Alors, ça j'aime, hein? Oui. Alors, un jour, j'ai acheté 2 tiges de cigarettes et c'est ce que je faisais.
Ça, il ne le sait pas, je le dis aujourd'hui. Hein. L'ambassadeur, il ne sait pas. Donc, il le saura aujourd'hui à travers cette émission. Donc, je faisais en cachette, mon cher vieux. Alors, je prenais une tige avant le matin, avant de commencer le boulot, et une autre tige, une dernière tige, chaque jour après le boulot, avant de rentrer à la maison. Donc pendant là, personne ne... Donc à la maison, même mes enfants, personne ne savait que papa fumait. Un vrai hypocrite, oui. Maintenant, il le sait parce que je le dis en témoignage. Voilà. Et ce jour-là, j'arrive, je gare la voiture, je prends la cigarette, mais dans ma voiture, je fais juste une courte prière. J'ai dit, mais Seigneur, j'ai tout essayé, ça ne marche pas. Mais j'ai envie d'arrêter ça. Saint-Esprit, aide-moi. Oh, merci Saint-Esprit. J'ai demandé au Saint-Esprit de m'aider. Et je dis Amen, Amen. Et juste quand je dis Amen, je prends quand même la cigarette. Je prends mon briquet, paf. Et quand je tire, je l'ai senti bizarre. Pour la première fois de ma vie, depuis le temps que je fumais, parce que moi j'ai commencé à fumer il y a très très longtemps, j'avais commencé à fumer à l'âge de 17 ans. Oui, et ça encore, ce sont les amis. Voilà pourquoi la Bible nous parle même de la mauvaise compagnie, qui corrompt vraiment les bonnes mœurs. Ne vous y trompez pas, et ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Je l'ai senti bizarre. J'ai baissé la vitre de la voiture et j'ai jeté cette tige. J'ai pris le briquet qui était resté, j'ai jeté le briquet et l'autre tige de cigarette qui était restée, je l'ai découpée en morceaux, j'ai jeté. Depuis ce jour-là, jusqu'aujourd'hui. Ça va faire, je crois, 13 ans de cela. Oui. Plus rien. Même cette envie de fumer, rien du tout. 13 ans déjà, c'est beaucoup. C'est beaucoup pour un fumeur. C'est beaucoup pour un fumeur. Un fumeur, il peut même déjà pas une année, c'est déjà... Un fumeur, il peut même pas se taper 3 jours. 3 jours, il peut pas. Il peut pas, il va sentir un manque. Surtout on nous dit que c'est la nicotine qui est dedans, qui crée cette dépendance et tout ça. Voilà. Et moi, j'ai l'habitude de dire toujours aux gens que, et je l'ai dit d'ailleurs, je l'écris dans mon livre, que dès que vous vous retrouvez dans une certaine addiction, sachez déjà que le diable est déjà en train de vous manipuler. Parce que le diable, quand il vient dans la vie de quelqu'un, il viendra jamais comme, pour dire, c'est moi le diable, je suis là, allez, tu dis quoi, allez, je peux entrer. Non, il vient toujours de manière subtile. De manière subtile, il peut passer par n'importe quoi, il peut passer même par une addiction. Et toute addiction, déjà, est une réclamation. Il faut faire très, très attention. Et il n'y a que Dieu lui-même, je parle de Jésus-Christ, qui peut nous sortir de toute addiction. Je parle de toute addiction. Moi, c'était la cigarette. Celui qui nous suit, celle qui nous suit, je ne sais pas c'est quelle addiction. Mais l'addiction que tu as là, la dépendance que tu as là, tu n'arrives même pas à t'en sortir. Seul Jésus peut te sortir de là. Il y a des gens qui sont dans l'héroïne, par exemple. Ils sont là, ils se shootent tout le temps. Paf, ils se shootent avec des seringues et tout ça, tac, tac, tac. Et avec ces gens-là, c'est encore un peu plus compliqué d'arrêter parce que à une personne comme ça, quand tu lui demandes d'arrêter, même quand elle-même, la personne veut arrêter, c'est compliqué, c'est difficile parce que tu sens vraiment que la personne tremble et même, la personne est en train de grelotter comme ça. Et même, mais, frère, tonton Jaco, mais comment, s'il y a des personnes qui nous suivent maintenant là, comment ils vont, s'ils ont besoin d'aide, ils peuvent vous contacter? Me contacter, s'ils veulent, s'ils peuvent me contacter, il n'y a aucun souci parce que moi, par la grâce de Dieu, vraiment, je suis sorti d'une certaine addiction et je peux dire j'ai une certaine expérience aussi dans le côté obscur de la vie, le côté sale de la vie et je peux quand même aider cette personne dans n'importe quelle addiction. Mais sinon, il y a des églises, la personne peut trouver une église la plus proche. Non, vous avez dit quelque chose de très important, tonton Jaco. Avant d'arriver à l'aspect du Saint-Esprit, vous avez dit qu'il y a eu quelqu'un. Donc Nina, quand elle parle de ça, quand elle parle de ça, on a besoin de quelqu'un. On a eu plusieurs invités, en tout cas, qui nous ont dit, j'ai été bien entouré.
Maman Dorcas a dit la même chose. Oui. J'ai été bien entourée. Donc, on ne fait pas cet appel-là par rapport à faire quitter quelqu'un de l'église, non. Non, à la pas du fin, tout. l'objectif, c'est de gagner une âme. À la fin, c'est de faire sortir quelqu'un dans une addiction. Oui. Pour vous, si vous avez écrit un livre, parce qu'on sait tout le monde que la cigarette, c'est terrible. À part ça, il y a d'autres addictions. Donc, c'est en fait juste pour éclairer que s'il y a quelqu'un qui s'approche vers vous, ne le renvoyez pas à l'église. Non, dans quelle église? Non, aidez dans la mesure du possible. Je peux vraiment l'aider Merci, parce que en je tout cas. suis passé par énormément des choses et j'ai vu comment Jésus m'a sauvé, m'a sorti de beaucoup de choses. Je peux l'aider. Moi aussi, à une certaine période, il y a quelqu'un qui m'avait aidé. Exactement. J'ai parlé de l'ambassadeur Jean-Pierre Moutamba. Il était un peu comme le Saint-Esprit qui te souffle tout le temps à l'oreille. Exactement, on a toujours besoin de On a toujours besoin parce que lui, au fait, quand tu as quelqu'un de comme ça qui te suit, la personne va te suivre avec amour. Lui me suivait avec amour. Il ne me jugeait pas. Il ne m'a jamais jugé. Mais tout le temps avec amour, il me parlait. Jacob, alors vous allez ici. transmettre Alors, ça. un dernier mot. Un dernier mot. Un dernier mot par rapport à quoi? Parce qu'on a dit tellement de choses. Par rapport à l'addiction. Par rapport à l'addiction, je vais encore me répéter. Moi, je ne vous juge pas. Surtout que moi-même, je suis passé par des addictions, par des choses assez compliquées. Donc, autant moi, il y a des gens qui m'ont aimé, qui ne m'ont pas jugé et qui m'ont aidé à rencontrer Jésus. Moi aussi, je vous aime et je peux vous aider à rencontrer Jésus. Et je peux vous rassurer aussi que votre addiction, là, ce n'est pas une fatalité. Il y a quelqu'un qui peut vous sortir de là. Cette personne, c'est Jésus-Christ. Donc, faites confiance. Tonton Jaco, merci beaucoup. Merci les jumelles. Merci. Et c'est un grand Vous privilège. vous ressemblez trop. Non, mais tu dois savoir Ne faites plus ça. Je dois savoir, je ne sais rien. Depuis le temps que je vous connais, je ne sais rien. C'est pas grave. Je ne sais pas où est Nina, où est Betty. C'est pas grave, Betty. Oui, ça c'est maintenant. Alors, imaginez que vous sortez du plateau, vous changez des vêtements. Chers téléspectateurs, on ne va pas arrêter avec Tonton Jaco. Nous vous remercions. Nous espérons vraiment que vous avez bénéficié. Moi, j'ai eu un bon rire. J'ai vraiment bénéficié. C'était très bien. Et Betty Yengo vous dit au revoir. À nos téléspectateurs, merci une fois de plus. Nina Kazad vous dit merci et que Dieu vous bénisse.